partirais du film pour dérouler après ce qui s'est passé à France Télécom, parce que le film, justement, on l'a fait juste avant le procès en appel, et qu'on voulait faire un document qui soit un document public, qui dépasse le cadre de France Télécom et qui s'adresse à l'ensemble du monde syndical, voire du monde du travail, voire plus même de la société française, sur le fait que France Télécom était devenu le symbole de la souffrance au travail, des suicides liés au travail, de violence managériale qui s'est généralisée à pas mal d'entreprises, et que ce procès, comme on ne savait pas encore l'issue, même si on était plutôt confiant sur l'issue du procès en appel, prenait un caractère symbolique. Alors, dans le film, on a tenu à faire une histoire qui ne commençait pas forcément à l'histoire juridique, qui commençait bien avant, dans les années 80, c'est l'histoire des privatisations des services publics, dont France Télécom. Bon, pour les gens qui n'ont évidemment pas connu cette période-là, rappelez-vous pas, mais en tout cas, je vous le dis, c'est qu'à cette époque-là, les années 80, c'est le déferlement de ce qu'on appelle le néolibéralisme, en Angleterre, de Thatcher, qui se met à privatiser beaucoup de choses en Angleterre, aux États-Unis. En gros, il y a sur la planète entière déferle un mouvement qui vise à privatiser, à remettre en cause les acquis des travailleurs et puis surtout à financiariser l'économie à un niveau mondial pour que les flux financiers puissent traverser les frontières sans être embêtés par les différents États nationaux. De ce point de vue-là, les télécoms, mais pas que les télécoms, beaucoup d'entreprises, enfin, beaucoup de services publics sont menacés, mais les télécoms sont sans doute le service le plus immédiatement concerné par cette politique de privatisation parce qu'il y a énormément d'argent à le faire. Et imaginez la différence entre les années 80 et maintenant. On voit l'apparition des GAFAM, de Google, de Microsoft, de toute cette industrie qui, alors c'est bien pas que les télécoms, mais en tout cas les télécoms ont permis un développement mondial de ces structures-là qui font des bénéfices fantastiques. Donc, c'était écrit que la France devait passer à la moulinette d'une manière ou d'une autre. Et là, dans la première partie du film, on parle là d'une entreprise dans un pays comme la France où il y a des rapports de force, où il y a un syndicalisme très construit, très structuré dans France Télécom. Moi, je disais dans d'autres débats, j'expliquais qu'en France Télécom, mais peut-être qu'à EDF, c'était le cas aussi, hein, je pense, mais que de la base au sommet de l'entreprise, il y avait un système de consensus commun sur le service public, l'idée qu'on pouvait en avoir. Et donc, les premières années d'offensive des directions qui se sont succédées et des gouvernements qui se sont succédés ont été enrayés par des ripostes, des ripostes syndicales qui étaient vraiment à la hauteur, qui étaient massives et qui ont permis de repousser jusque dans les années 90 la privatisation de France Télécom. Finalement, c'est la gauche qui va donner le coup de grâce à la privatisation, puisque c'est un gouvernement de gauche qui va ouvrir le capital de manière très clairement pour faire de France Télécom une entreprise à statut privé, avec encore des capitaux de l'État, mais qui deviendront minoritaires par la suite. Enfin bon, il y a eu une résistance donc acharnée dès le départ, mais qui s'est émoussée au fil des années qui passent, et que les mobilisations et les trahisons, disons-le, de la gauche qui s'était engagée à maintenir France Télécom dans le giron public ont généré un peu de défaitisme et donc de recul des mobilisations. Ensuite, on passe à une période, je vais essayer d'aller assez vite quand même parce que on pourrait revenir dans le débat, mais il y a une période après où France Télécom rentre dans le marché mondial des télécommunications, et puis très très vite, sous la présidence de Michel Bon, je passe les détails, hein, France Télécom passe d'une entreprise qui rapportait, je crois, qui rapportait 40 milliards de francs par an à l'État, à une entreprise qui a 70 milliards, 75 milliards de dettes en 2002, sous la présidence de Michel Bon, pour avoir racheté des actifs à l'étranger. Donc, quelque chose qui était profitable comme pas possible, une vache à lait pour l'État français, devenait une boîte complètement endettée qui, si elle avait été privée, vraiment, devait fermer la porte. Hein, elle devait être mise en faillite. Donc là, restructuration,
Thierry Breton arrive. Et Thierry Breton, on ne connaît pas assez ses méfaits. C'est quand même quelqu'un du sérail politique de la droite qui, venant à France Télécom, n'était pas là pour faire de la douceur. Au contraire, il met en place une politique de redressement avec des restructurations très très fortes. Et c'est lui qui va introniser après le triumvirat de Didier Lombard, de Louis-Pierre Bénesse et d'Olivier Barbereau, qui sont les trois dirigeants de France Télécom. Quand je dis ça, ça veut dire qu'on oublie trop souvent que, bon, c'est pas forcément important pour l'histoire, mais c'était Thierry Breton a été exfiltré finalement de France Télécom à un moment où Sarkozy, c'était le gouvernement Sarkozy, avait besoin d'un ministre de l'économie. Il a été exfiltré parce que je pense que c'était quelqu'un qui avait un destin, on le voit aujourd'hui, il est à l'Europe, et qu'on savait très bien ce qui allait se passer à France Télécom. En gros, le là a été donné, il fallait rentrer dans l'art, il fallait vraiment aller à du scalpel pour faire que France Télécom sorte de l'ornière de son endettement et puis devienne complètement privatisée. Donc, il fallait résoudre l'équation de comment on supprime, à l'époque, encore 140 000 emplois de fonctionnaires qui étaient à France Télécom. Donc là, le triumvirat qui arrive sont plutôt des techniciens, des gens pas très connus, et qui, en 2006, donc annonce à la presse internationale, nous ferons 22 000 départs à France Télécom d'une manière ou d'une autre, par la fenêtre ou par la porte. C'est là le titre du film, et c'est une des paroles dites par Didier Lombard. Et à l'époque, ce discours-là devant des cadres dirigeants de France Télécom a été tenu secret devant les syndicats, mais c'était vraiment un système qui était mis en place dont on ne doit pas sous-estimer la perversité. Hein, je veux dire, quand je dis ça, ça veut dire que du haut en bas de la hiérarchie à France Télécom, vous avez des indicateurs, vous avez des missions, vous avez évidemment le top manager qui est intéressé directement aux résultats avec des stock options qui sont mis en place, mais toute la chaîne hiérarchique après est irriguée d'objectifs, d'intéressement, donc les gens ils avaient surtout des objectifs de suppression d'emplois, tant dans la suppression d'emplois dans tel endroit, en fonction des directions, etc. Et les gens qui faisaient pas ça étaient virés, étaient mis sur le côté, etc. Donc quelque chose d'une violence qu'on ne peut pas sous-estimer et qu'on a mis un certain temps à découvrir finalement, même si on se rendait compte que ce qui s'était passé avant sous Michel Bon, puis après sous Thierry Breton pendant 3 ans, c'était un petit peu pas de l'amusement, on n'a pas beaucoup rigolé, mais en tout cas, c'était largement en dessous de ce qui s'est passé après. Donc là, on est confronté à ça, et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que dans le film, pour ceux qui l'ont vu, ceux qui vont le voir, ils verront cette scène-là qui je trouvais assez frappante, oui. C'est donc une sociologue qui témoigne qu'elle était allée à un colloque organisé par France Télécom dans cette époque-là, 2006, et que le cadre de France Télécom lui dit, voilà, moi, mon travail, c'est de faire de l'amnésie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amnésie? L'amnésie, c'est vider les cerveaux des salariés de toutes leurs habitudes de service public pour le remplacer par des concepts commerciaux. Donc, la question qui se pose, c'est comment vous faites ça? Et le gars répond, on secoue le cocotier. Et c'est vraiment ça qui s'est passé. Je ne sais pas comment ça se passe à EDF, mais en tout cas, c'est une technique utilisée aux États-Unis. IBM parlait du re-engineering. C'est en gros, on réorganise en permanence. Pour des raisons futiles, ou pas futiles, mais enfin, toujours on réorganise, et ça casse les collectifs de travail, ça casse les solidarités, y compris je dirais même le travail. La chaîne du travail, c'est souvent des compétences informelles que les gens ont. Donc, mais rien à foutre, je pense qu'ils l'ont fait de manière scientifique en se disant qu'on casse les collectifs de solidarité, donc les syndicats. Il faut se dire donc qu'en 2006, les luttes à France Télécom sont en régression. La dernière grande lutte, c'est 2007, je dirais, sur les questions d'emploi et de suppression d'emploi. On fait une grève de 50%. 50% aujourd'hui, ça ferait rêver. Hein. À l'époque, ça nous a désespérés. Et on s'est dit comment on peut faire grève unitaire, hein, qui était
de la tradition à France Télécom, même si l'unité est compliquée. Et donc, on se dit à ce moment-là, mais comment on peut faire pour continuer la bagarre et arriver à arrêter ces restructurations? Et on sentait venir ces questions de souffrance au travail, de suicide liés au travail, etc. Donc, et le monde syndical n'était pas à même de régler ça. Plus à même. Voilà, je pense que la mise en place des IRP, des CE et compagnie, on était fonctionnaire, on devient une boîte privée, fait qu'il y a des divergences syndicales, des choses qui font que c'est assez difficile d'agir. Donc, là, innovation, je vais aller assez vite quand même parce qu'on en reparlera dans le débat. On crée un observatoire du stress avec la CGC, qui était un petit syndicat qui venait de nouveau dans France Télécom, et nous, on était un syndicat un peu plus gros, qui était en plein développement, mais qui était aussi en rupture avec la CFDT, rupture avec le syndicalisme un petit peu le train-train qu'il y avait à France Télécom. Cette alliance de la carte et du lapin, comme diront beaucoup de commentateurs, a fait que on a comme bizarrement eu l'oreille des médias et on a eu quand même un travail qui a porté ses fruits. Primo, de comprendre ce qui se passait en invitant, en faisant un collectif de scientifiques au sein de ce comité qui nous permettent d'analyser un petit peu les risques liés au travail, les risques psychosociaux. C'était des notions nouvelles qu'on découvrait. Et puis en pilotant des premières enquêtes auprès du personnel pour savoir à quel niveau se situaient les risques psychosociaux, parce que la boîte se gardait bien effectivement de dire qu'il y avait des risques qui se développaient. Et puis, on a eu un débat assez compliqué, je dois le dire, et qui, j'imagine, dans tous les syndicats serait compliqué. C'est qu'on s'est dit qu'il fallait rendre visible les suicides au travail, qui de plus en plus étaient revendiqués en tant que tels. C'est-à-dire que c'est quelque chose de spécifique à France Télécom. On a au début des suicides cachés, des suicides, on pense que, etc., mais on n'est pas sûr. Puis après, on arrive à des suicides revendiqués. Moi, je me souviens, un des premiers suicides en 2008, j'étais à la direction de la Fédération Sud, on était en plein été, et puis il y a un suicide, c'est un gars un technicien, son service aux technologies est supprimé, et le gars, on le met en 10-14, donc avec un casque sur la tête pour faire du commercial à 3, et le gars ne supporte pas, se plaint auprès des CHSCT, on voit très bien qu'il va mal, et il se suicide en direct, il téléphone à une déléguée syndicale du Sud, en l'occurrence, là, et en téléphonant, elle essaye de le dissuader de se jeter sous un train, et le gars se jette sous le train en disant qu'il n'en peut plus, qu'il a fait tout ce qu'il pouvait, donnez-moi un balai, je balayerai la cour, je ne peux plus faire ce travail de commercial. Donc là, il se suicide, et moi, je suis dans le bureau, je reçois un coup de téléphone de la copine qui est, j'imagine, dévastée. Et puis, le lendemain, ça c'était assez incroyable, le Figaro, 2 pages. 2 pages sur le suicide de Jean-Michel. Et bon, moi, ils ont pas ça me. Donc là, c'est le début de quelque chose où on se dit, c'est la première fois qu'on sort un tract national sur ce suicide-là, disant voilà ce qui s'est passé, c'est pas acceptable. Et donc, on bascule dans l'idée de maintenant, il faut comptabiliser les suicides. Parce que, bon, je m'arrête un tout petit peu sur l'histoire de Jean-Michel. Donc, il se suicide, le service le sait, ça s'est fait en direct dans la salle dans le 10-14. Tout le monde a été spectateur de loin de son suicide, les chefs étaient là. Et il y a la copine se bat pour qu'il y ait un CHSCT, pour qu'il y ait une enquête. La boîte fait obstacle en disant non, non, la famille, vous vous rendez compte, etc. Donc, il n'y a pas d'enquête. Les collègues sont complètement embêtés, mais finalement, chacun se regarde les pieds. Enfin, voilà, chacun est très mal à l'aise dans le cas d'un suicide d'un collègue. On se dit qu'on est responsable. Voilà. Donc, il y a une culpabilité et il ne se passe rien, donc pas d'enquête. Et le seul lien qu'aura la famille, la femme qui reste avec ses 2 enfants, c'est la gendarmerie qui va la voir et lui dit voilà, votre mari s'est suicidé en se jetant sous un train, point final. Rien du tout, aucune suite, aucune enquête, aucune démarche de jamais l'entreprise n'ira voir la famille pour envisager éventuellement une indemnisation, je ne sais pas quoi, mais donc c'est moi qui ai réussi à retrouver 10 ans après cette famille-là par des collègues et qu'on a amené au procès pour
être reconnu comme partie civile et être enfin indemnisé. Voilà, ben ça résume quand même la question. Ces suicides cachés, qu'évidemment on ne voit pas avec la boîte, on ne peut pas en parler, ces suicides publics, mais que aussi là, on essaie par tous les moyens qu'il n'y ait pas d'enquête, qu'il n'y ait pas de lien avec la famille et qu'on évite finalement de leur expliquer qu'ils peuvent aller, par exemple, à un procès éventuellement, mais même à une commission administrative paritaire qui pourra reconnaître le suicide en accident du travail. Bon. Donc là, on se dit, il faut qu'on comptabilise les suicides, il faut qu'on en fasse l'inventaire, qu'à chaque suicide, sans dire forcément qu'il y a un lien avec le travail, qu'on exige par un communiqué de presse qu'il y ait une enquête. Et en tout cas, voilà, on fait la lumière sur ces suicides-là. Et 2008, donc là, on en est déjà à 6 suicides quand celui-là arrive. Mais celui-là, il est un peu emblématique. Et après, on verra qu'il y a à peu près, c'est difficile de faire la comptabilité précise, mais enfin, on va arriver en 2009 avec une trentaine de suicides quand même. Donc entre 2008 et 2009, sur 2 ans, il y a eu quand même pas mal de morts. Et on les a documentés. Certains ont fait l'objet d'enquêtes que les CHSCT ont obtenu en demandant à un cabinet extérieur de venir faire les enquêtes. Donc là, on a un véritable travail de documentation. Alors, je m'arrête un petit peu là-dessus. Je l'ai glissé quand même assez vite. C'est que donc les CHSCT sont des CHSCT de droit public, de droit privé, pardon, à ce moment-là. Donc, ils ont des capacités d'aller en justice. Souvent, la boîte disait, l'exemple de Jean-Michel, on ne fait pas d'enquête, la famille, bon, des comptes, etc. Mais aussi dans d'autres CHSCT, on blinde un peu les gens en leur disant non, non, il faut à tout prix qu'il y ait une enquête. C'est salutaire pour tout le monde, y compris pour les cadres. Voilà. Et de plus en plus, il y a des enquêtes qui sont obtenues, on va en justice, et la justice nous donne raison, pas au début. Elle nous donne progressivement raison en disant oui, il faut une enquête sur les risques psychosociaux, sur les suicides, etc. Et il y a un fonds de 50, 60, 70 études qui sont faites dans ces années-là et qui seront la matière de la réflexion juridique qu'on peut avoir après sur le harcèlement moral institutionnel. Donc là, c'est national. Donc il y a des cas dans le nord, dans le sud, un peu partout, sur toutes les professions. Donc on commence à avoir une documentation assez précise. Il nous manque toujours le déclic pour aller au pénal. Et là, c'est parce que les suicides continuent en 2009. Il n'y avait rien par semaine en l'été 2009. Et on avait déjà des contacts avec une inspectrice de travail qui était sur le 15e arrondissement à Paris, le 15e arrondissement où il y avait la direction de France Télécom, et Sylvie Catellac, qui apparaît dans le film, et avec elle, elle était consciente du problème. Je pense qu'elle n'avait pas une vision nationale, parce qu'il y a finalement très peu de centralisation au niveau de la construction du travail de ce genre de choses. Il n'y a pas de tradition de centraliser l'information sur une grosse boîte comme France Télécom. Et on lui fait comprendre qu'on lui amène des dossiers de toute la France et on travaille ensemble à une démarche juridique et, qui était pour aller au pénal. Comme l'histoire est faite de grandes rencontres, la rencontre avec Sylvie Catellac est vraiment essentielle, parce que c'est elle qui nous éclaire sur l'intérêt du droit pénal, qui vient renforcer un PV fait par une inspectrice du travail. Et c'est elle qui nous rencarde aussi pour aller vers un cabinet d'avocats qui a une spécialité de droit pénal liée au travail. Bon, je passe les détails. On découvre aussi le concept juridique nouveau qui existe depuis 2001, mais qui a été progressivement qui s'est développé sur le harcèlement moral institutionnel, un management toxique mis en place par une direction qui s'applique à toute la chaîne hiérarchique et que ce chef d'inculpation-là amène à une condamnation selon des cas précis qui sont ramenés devant la justice, mais sans besoin de démontrer le lien de causalité entre le supérieur hiérarchique et la victime, en particulier dans ce cas-là, entre un PDG et puis des gens qui sont à la base, le lien hiérarchique est un peu compliqué. Voilà. Mais là, on part sur un dossier qui, sans forcément mettre des centaines de cas, mais
Autant me rappeler, je crois qu'il y avait une dizaine de cas de suicide avec des tentatives de suicide supplémentaires, enfin, et puis des analyses de cabinet. On porte plainte sur les mêmes motifs. Et aux surprises, je pense que le climat, rappelez-vous, à l'époque, pour ceux qui étaient en âge de regarder la télévision, etc., il y avait un mort par semaine en 2009. Voilà, donc là, le gouvernement, il réagit, il convoque Lombard et il lui dit il faut agir, il faut ouvrir des négociations. Et comme Lombard est pas très malin, d'abord, il fait la bourde de dire il faut arrêter la mode du suicide, ça il fait hurler tout le monde. Mais ensuite, les négociations qui s'ouvrent débouchent sur rien. La colère existe toujours dans la boîte et donc ils sont obligés de démissionner. À un moment donné, les députés PC et PS, bon, bref, se mobilisent. L'affaire devient nationale et il y a une demande qui démissionnent et qui sont remplacés par un nouveau PDG. Donc, voilà, ça c'est l'issue de l'histoire, ce qui ne veut pas dire que l'histoire est terminée, parce que le nouveau PDG, même si il a vraiment contribué énormément à relâcher la pression, à continuer une politique de suppression d'emplois, plus soft, enfin quand même. Bon, bref, il n'y a pas de rupture dans la gestion d'entreprise, mais en tout cas, ça a permis de basculer vers quelque chose d'autre. Donc, voilà l'histoire. Donc, à partir du dépôt de la plainte, ce qui est fantastique, c'est que l'enquête avec deux juges d'instruction durera 4 ans. Moi, je me rappellerai toujours que, mettez-vous dans cette situation, c'est un matin, le policier que j'avais rencontré, qui j'avais signé la plainte, le téléphone, et dit, Monsieur Ackerman, où est-ce qu'on perquisitionne demain? Et donc, eh ben, aucune idée, je ne savais rien. Et au final, le lendemain matin, quand même, à 6 heures du matin, ils perquisitionnent tous les dirigeants chez eux. Et puis, des endroits névralgiques dans l'entreprise, c'est pas là qu'ils ont trouvé le plus de choses. Ils ont trouvé, bizarrement, les cadres dirigeants sur leur ordinateur, regardent des traces de choses assez incroyables. Hein. Donc, ces ordinateurs ont été saisis, ils ont alimenté, oui, ils sont intouchables, c'est ça. Alors qu'ils avaient des logiciels conçus pour vider tout par leur messagerie, avec des mots-clés, etc. La plupart ne l'ont pas fait, donc il y a un florilège d'échanges de mails scandaleux, bon, bref, qui ont alimenté l'instruction. Donc ça nous a servi et les juges ont fait un dossier de 1500 pages, bref, un dossier très, très, très volumineux qui a débouché au bout de 10 ans parce que les dirigeants ont multiplié les choses trappes, les façons de repousser un peu l'échéance, mais ont quand même, au bout de 10 ans, débouché sur un procès en première instance. On va peut-être ouvrir le débat après, mais le procès en première instance, il faut se dire une chose, c'est qu'on est tombé à un moment sans doute historique, c'est qu'on est tombé sur une présidente fantastique, franchement, qui a compris tout de suite l'enjeu du procès et du débat autour du harcèlement moral institutionnel. Et ça a été 46 jours d'audience magnifique. Quoi. On avait fait venir. Il faut quand même que je dise ça, c'est qu'on a voulu faire de ce procès un procès non pas de syndicalistes, mais un procès de société. C'est-à-dire qu'on a invité Christophe Dejour, qui est un psychiatre, qui est fondateur des théories un peu nouvelles sur la psychologie, sur la psychodynamique du travail, bref. Donc des gens comme ça, Michel Debout, qui est un médecin légiste, mais qui a contribué à la création plus tard d'un observatoire du suicide national. Bon, bref, des sociologues, des scientifiques, des statisticiens qui viendront à la barre et qui feront des audiences assez exceptionnelles. Et au final, donc, non seulement le principe de harcèlement moral institutionnel est validé et ils sont condamnés pour ça, mais aussi on a amené 118 parties civiles qui seront indemnisées à hauteur de 10 000 euros. C'est quelque chose qui était demandé par nos avocats, pardon. Et ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau aussi. C'est qu'un délit, du moment qu'il est reconnu comme harcèlement moral institutionnel, peut ouvrir droit à un système d'indemnisation qui concerne tous les gens qui étaient soumis à ce système-là. Imaginez là
il restait, à l'époque, il restait 100 000, 105 000 salariés à France Télécom. Donc, potentiellement, les 105 000 salariés pouvaient prétendre à être indemnisés de 10 000 euros parce qu'ils avaient été victimes de ce harcèlement moral institutionnel. Bon, on en est resté à globalement 2 000 à 3 000 personnes qui en ont bénéficié, mais bon, c'est quand même un acquis qui est assez important. Bon, je m'arrête là, c'est pour dire qu'on a une victoire juridique, mais qui est quand même qui pose problème aussi. Des dirigeants sont condamnés, ils sont condamnés à 1 an de prison, dont 4 mois ferme. Bon, ils feront appel, et de toute façon, même le 4 mois ferme, c'était clair comme c'était des vieux monsieur euh, ils auraient un bracelet électronique et pas plus. Donc on était déjà dans une victoire symbolique, mais qui, du point de vue des victimes, était inacceptable. Voilà. Et puis en appel, on en parlera si vous voulez, mais en appel là, les peines sont baissées, il n'y a plus de prison ferme, et les indemnisations sont baissées pour les parties civiles, sans conséquence, mais bref, en tout cas, au niveau symbolique, c'est ça qui est fait, et donc il y a un certain recul. C'est pour ça qu'on a pensé que le film devait relancer le débat, non pas pour France Télécom, mais chacun se reconnaît dans France Télécom quelque part, un débat plus large dans les entreprises aujourd'hui, avec les méthodes, avec les managements toxiques qui sont mis en place, et qu'est-ce qu'on peut faire évoluer pour empêcher que ça se reproduise et pour donner des armes aux syndicalistes, aux gens lambda dans les entreprises pour pouvoir saisir la justice et tenter de gagner. Donc, ça sera une partie du débat tout à l'heure, mais c'est dans ce sens-là que le film, on l'a destiné non pas aux syndicalistes de France Télécom, mais on l'a fait pour qu'il s'adresse un peu à tout le monde. Et pour l'instant, le résultat est plutôt sympathique, puisque quand on le présente à une conférence de personnes de la Ligue des droits de l'homme ou bien à des syndicalistes ou à des gens assez divers, pour l'instant, le film leur répond à des questions que se posent tous les gens aujourd'hui. C'est pourquoi la France, le monde est sûrement aujourd'hui malade de son travail, avec des méthodes de management qui sont inacceptables et qu'il faut agir. Voilà, j'arrête ici. C'était un petit peu long. Non, pas de problème. Le temps que vous réfléchissiez à des questions, vous vous inscriviez. Il y a aussi des gens dans la salle à Saclay, si vous voulez intervenir. Et sinon, juste pour resituer pourquoi on t'a invité aussi, c'est qu'on pense que là, c'est exceptionnel qu'il y ait autant de suicides parce que c'était un truc énorme, quoi, ce qui vous est arrivé. Mais votre travail, il a aussi révélé la toxicité de l'organisation du travail quand on se met à mettre le fric en premier et à casser les collectifs, comme tu dis, même quand on ne licencie pas, on a cette situation-là dans plein d'entreprises de désorganisation des collectifs, de signification du travail qui se dégrade, etc. Et donc, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de la manière dont vous avez détecté ces choses-là et comment vous avez travaillé en tant que syndicaliste, c'est-à-dire on se rend compte que c'est systémique à partir du moment, par exemple, où on compare dans toutes les villes, dans les agences et qu'on retrouve des constantes. Donc, on a un peu fait ce travail-là à la R&D, mais on n'est pas arrivé à beaucoup de résolution du problème, disons, mais on reconnaît dans ce que vous décrivez des choses qu'on a au travail sans que ça aille jusqu'à des vagues de suicides massifs. Donc, c'est qu'il y a vraiment un problème de base sur l'organisation du travail. Et moi, je trouve complètement délirant qu'on soit obligé d'aller en justice juste pour que les gens ne tombent pas malades dans l'entreprise. Donc, ça veut dire peut-être qu'il y a des lois à faire sur la représentation au travail, sur ce qu'on peut faire au travail. Voilà, c'est les deux choses que je voulais ajouter. Vraiment, on a à apprendre aussi de l'expérience et pas seulement du résultat. Et puis ensuite, on est d'accord qu'il faut faire évoluer les lois et pas seulement sur la représentation du personnel, sur le travail en lui-même, on dira. Est-ce qu'il y a des… Il y a Benoît qui l'a fait. Il y a Benoît et… Yasmina. Attendez que je regarde dans quel ordre. Oui. Yasmina. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Très bien. Présente-toi
Oui, Yasmina Catrin, donc chercheur à la R&D, ergonome, et puis membre de la CSSCT accessoirement. Je tenais d'abord à vous remercier pour ce récit qui est poignant, d'une part, qui est une victoire symbolique, il ne faut pas l'oublier, et qui donne à voir aussi tous les outils syndicaux qui ont été mis en place, toute cette inventivité entre l'observatoire, la pièce de théâtre, les chroniques, les expertises CHSCT et la plainte de Sud au pénal. Voilà, je tenais à vous remercier pour tout ce travail fait pour la préservation des conditions de travail des salariés. Et j'aurais deux questions. Alors, une première très pragmatique, c'est-à-dire quel rôle la médecine du travail a joué dans la construction de ce dossier, quel rôle elle a joué globalement dans ce dossier et dans la construction du dossier pour aller au pénal, de manière générale et plus spécifiquement sur le suivi des salariés. Et une question un peu plus générale, un peu plus macro, qui concerne en fait aujourd'hui les entreprises sont pilotées par le capital, par la finance, par les gains, par la baisse des coûts. Finalement, on voit un affaiblissement, la disparition des CHSCT qui est une perte, les lois successives, travail, santé, l'affaiblissement de l'inspection du travail. Et du coup, est-ce que ce gâchis humain qu'on peut constater à France Télécom, est-ce qu'il peut être, entre guillemets, chiffrable en termes financiers, puisque nos dirigeants ne savent entendre que ça. Donc, c'est un exercice d'équilibriste. Mais j'essaye de comprendre par quel biais, finalement, on a possibilité de les mettre en réflexion et de mesurer l'impact que c'est de détruire comme ça la santé des salariés. Voilà, merci. Je pense qu'elles sont grosses. Grosse question. Sur les médecins du travail, alors les médecins du travail, je pense que d'abord à France Télécom, il y a un service de médecine interne. Donc, je pense que c'est pareil chez vous. Hein, voilà, les grosses boîtes en général font ça. Et donc il y a un lien hiérarchique entre les patrons et puis le service de santé, alors qui n'est pas forcément au niveau territorial, mais qui est au niveau national, peu importe. Hein. Donc, c'est une ambiguïté, évidemment, qui pose beaucoup de problèmes. Jusqu'à présent, jusqu'avant la crise, les médecins du travail qui étaient en nombre quand même au niveau national, et se comportaient plutôt comme normalement, quand ils faisaient leur travail. À un moment donné, on voit se multiplier des rapports des médecins du travail. Tous les ans, en comité d'établissement, ils sont discutés. Hein. Et là, monte l'idée il y a des risques psychosociaux, il y a des gens qui sont mal. Donc, les médecins se font l'écho de risques qui se développent dans les services. Alors, c'est sous pression syndicale. Les syndicats, les interpellent souvent, etc. Mais bon, ça commence à exister. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose d'assez incroyable qui se passe. C'est des démissions de médecins du travail. Ils non seulement démissionnent, mais font des lettres publiques. C'est vrai, à une époque, il y a, je sais pas, 5, 6, 7, 8, 9, 10 au niveau national, sans concertation, visiblement. Hein. Le syndicalisme dans les médecins du travail n'est pas très développé. Il y a des syndicats, hein, mais pas tous, ils ne sont pas tous syndiqués. Il y a donc des gens qui partent, mais qui font une lettre qu'ils envoient à la presse, qu'ils envoient aux salariés, aux syndicats, etc. Et les termes sont quand même, wow, en gros, on nous empêche de faire notre travail et la situation est vraiment dramatique. Donc, ils tirent la sonnette d'alarme. Ça fait pas une des premières alertes, en tout cas, qui arrivent, qui est répertoriée dans des trucs, dans des discussions annuelles, hein, qui est répertoriée pour dire ça se passe mal et la direction ne fait rien. Donc, voilà les médecins du travail tels qu'ils se sont comportés. Après, je dois dire que il y a eu le contraire, c'est-à-dire que la boîte après a recruté les médecins du travail qui comprenaient qu'est-ce qu'ils étaient venus faire. Et donc,
par exemple, à un moment donné, il y a eu un débat assez houleux dans la médecine du travail, c'est euh, euh, Lombard est amené, enfin, la direction est amenée à réagir aux injonctions de l'État. Ils disent, bon, on va mettre en place des cellules d'écoute, ce qui se fait dans pas mal d'endroits maintenant. Alors, les cellules d'écoute, c'est fantastique. Ils font des cellules d'écoute territoriales. Et derrière chaque cellule d'écoute, il y a une personne, mais un DRH. Donc, en gros, le mec, quand il téléphone pour se plaindre, il tombe sur quelqu'un. Si ce n'est pas son DRH, en tout cas, c'est renvoyé à son DRH. Donc, en fait, ces cellules d'écoute ne fonctionnent pas parce que les gens ne sont pas fous, ils se rendent bien compte que ça. Mais bon, c'est ça qu'ils ont avancé. Et les médecins ont été forcés d'accepter. Bon, eux, ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. C'est dans le film. Hein. Parce qu'on a vu le film, il y a quand même une médecin du travail qui prend la parole et qui est assez clair là-dessus. Elle disait que ça n'avait rien à voir avec la déontologie médicale des médecins. Et ils essaient de protester contre ça, mais on leur dit, ben non, vous êtes embauché par France Télécom, vous ne devez pas désobéir. Alors, il se trouve que là-dessus, par exemple, on a contacté le Conseil de l'ordre des médecins, donc qui n'est pas progressiste outre mesure, mais écoutez, ils ont fait une lettre ils ont protesté, ils ont dit c'est pas possible, c'est contre la déontologie médicale, parce qu'en fait, il y avait une confusion entre l'aspect hiérarchique, c'est-à-dire que voilà, vous vous adressez à un médecin qui est censé vous aider pour des risques psychosociaux, et puis en même temps, ce médecin est lié à un DRH qui va lui dire vous êtes répertorié comme étant un maillon faible qu'on va faire partir. Donc le mécanisme est assez impitoyable et sordide. Quoi, voilà. Donc ces cellules d'écoute qui étaient un contre-feu par rapport à ce qu'on avait fait sur l'observatoire du stress, sur les écoutes, etc. Bon, bref, ne marche pas et on arrive assez facilement à le dénoncer au niveau public. Alors après, sur la question du capital, de la finance qui domine les rapports sociaux dans les entreprises, oui, je crois que c'est ça qui devrait quand même nous guider dans notre réflexion, c'est que c'est lié, apparaît la perte du sens du métier, la perte du sens du travail dans les entreprises. C'est pas que les grandes entreprises, même les petites, parce qu'en fait, on se rend compte que là, le patronat, alors je pense pas moi je crois pas qu'aujourd'hui que le patronat soit exposé à des baisses de profits. D'abord, c'est plus les patrons qui sont garants des profits, c'est plutôt les actionnaires qui veulent attirer les profits. Je ne crois pas qu'il y ait une baisse de profits, en tout cas sur les grandes entreprises au niveau multinational, etc. Mais par contre, il y a une volonté que toutes les énergies de l'entreprise soient dirigées sur un seul but, c'est de dégager du profit pour les actionnaires. Et donc là, il y a une perte de sens parce que ça n'a plus rien à voir avec le travail. On peut produire des petits pois ou n'importe quoi. Du moment que ça rapporte, c'est tout bénéfice. Du moment que ça ne rapporte pas, on va couper là-dedans. Et donc, je pense qu'il y a forcément un lien entre ce malaise qu'on sent sur la perte de sens du travail, la perte d'identification des gens. On disait tout à l'heure, entre nous, on rentrait à EDF à 16 ans et puis dans l'objectif de finir sa vie à EDF avec un rapport au travail qui était relativement concret et dans lequel on se trouvait bien en tant que personne, parce que ça correspondait à l'idée qu'on se faisait du monde, peut-être, je sais rien. En tout cas, en France Télécom, je peux vous dire que c'est tout à fait ça qui existait. Là, maintenant, tu rentres dans une entreprise, franchement, pourquoi, quel sens dans mon travail voilà, donc je pense que ces questionnements existent et alimentent la souffrance au travail. En fait. Bon, voilà, Smina, tu avais parlé de chiffrage, je ne sais plus pourquoi, mais oui, est-ce qu'on peut chiffrer les dégâts c'est un vrai problème. C'est que je pense qu'il faudra avoir les instruments de chiffrer ces dégâts-là. Alors, il y a une chose qui est nouvelle depuis la crise de France Télécom, c'est qu'il y a un observatoire national des suicides. Là, on parle de la société française qui a été mis en place. Donc, qui n'a pas donné, d'après moi, les résultats qu'on attendait. Hein, c'est qu'il reste assez confidentiel, mais il est censé analyser excusez-moi les détails, mais sur l'analyse des documents médico-légaux, de faire une enquête pour savoir si ces gens se sont suicidés en raison de leur travail et donc de faire des statistiques qui
on va alimenter la réflexion au niveau national. Bon, il a été créé, je crois, sous Marisol Touraine. Depuis, il y a eu plusieurs comptes rendus annuels, mais ça n'a pas beaucoup bougé les lignes de ce point de vue-là. Donc, il y a un manque de visibilité. Sinon, sans doute que le monde syndical, le monde politique devrait mettre en place des indicateurs beaucoup plus précis pour subordonner on ne peut pas laisser se développer des risques liés au travail sans qu'il y ait une intervention collective de l'État, enfin de l'État de la collectivité. Un exemple, les morts au travail augmentent d'une manière pas vertigineuse, mais en tout cas, en 30 ans, ils ont doublé. C'est pas possible qu'en 30 ans, alors que les entreprises sont modernisées, normalement sont plus sensibles à ces questions-là, ben, ils ont doublé. Et s'ils ont doublé, alors, par contre, ça c'est un peu compliqué à trouver la solution, c'est qu'ils ont doublé aussi parce que sous-traitance, parce que le statut dégradé des salariés, et donc qui sont, eux, très exposés aux risques professionnels et en dehors complètement de la galaxie syndicale. En gros, ces gens n'ont pas de protection. Enfin, il y a peu d'équipes syndicales pour analyser ce qui se passe. C'est un vrai souci sur lequel je pense qu'il faut qu'il y ait une réaction collective. On va en parler après. On va passer la parole à Magali. Oui, bonjour et merci beaucoup pour votre présentation et puis bravo pour le film et pour votre participation au film. On a eu la chance de pouvoir le voir mardi et je conseille à tout le monde d'aller le voir. Vraiment, ça explicite ce que vous avez dit et ça montre avec des images à quel point ça a pu être une époque incroyable où des patrons qui étaient portés au nu du jour au lendemain, enfin en quelques années, se retrouvent punis par la justice et donc à quel point il peut y avoir des renversements de situation. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment incroyable. Et je voulais vous aussi, ce que je trouve marquant dans le film, c'est l'importance de toutes les données que vous avez collectées, que les syndicats, enfin Sud principalement et la CGC ont collectées, et c'est ça qui a fait preuve au tribunal. Et du coup, c'est vrai que on voit un peu ça des fois comme de la paperasse aujourd'hui. On veut que ça aille vite, on veut pas laisser de traces, on veut pas mobiliser des syndicats et des collègues, mais c'est ça qui a fait preuve et c'est ça qui a constitué le gros dossier qui a convaincu le tribunal. Donc, je trouve que c'est vraiment un plaidoyer pour les ex-CHSCT et pour le travail de nos collègues syndiqués au quotidien. Et du coup, ma question était, finalement, on voit vraiment l'importance de Sud pour ce dossier-là et de la CGC, mais on ne voit pas trop les autres syndicats et on se demande, ils n'ont quand même pas pu ignorer ce qui s'est passé dans la boîte. Donc, quelle a été leur position finalement pendant toutes ces années? Difficile de répondre simplement à cette question-là. On crée l'observatoire avec la CGC en juin 2017, pardon, en 2007. Et je me rappellerai toujours on n'avait pas trouvé d'autres partenaires, hein, mais simplement on s'était dit il y a une grève, la fameuse grève dont je disais à 50%, manifestation devant la direction générale, et la CGC, et puis nous, on intervient pour proposer aux autres de rejoindre l'Observatoire du stress. Et à l'époque, tous les syndicats répondent, pour certains comme FO, disant des trucs un peu, bref, en gros, l'Observatoire du stress, vraiment, ça ne sert à rien, ce genre de choses. La CGT disant il y a les CHSCT, la CFDT aussi. Donc des explications un peu embarrassées, mais surtout qui refusaient l'unité d'action. Donc on a porté ce combat-là tout seul avec la CGC pendant quelques années. Ça ne veut pas dire que les autres organisations syndicales ne font rien, hein. Mais simplement ils ne font pas ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'ils font les bagarres dans les CE, dans les machins, etc. Donc il y a une sensibilité qui monte, etc. Mais ils refusent de faire braquer les projecteurs sur Orange. La stratégie qu'on a mis en place ne leur allait pas. Donc voilà ce qui se passe. Alors, après, au moment du dépôt de plainte, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que dans Sud, le débat était un peu compliqué. Vous savez, il y a toujours le débat, est-ce qu'on porte plainte contre son patron ou pas, puis la justice bourgeoise, est-ce qu'elle est capable de, etc. On a eu un vote en comité fédéral qui était 2 tiers, 1 tiers. Hein. C'était pas, c'était un petit peu, on n'était pas forcément
bien vu par tous les militants. Souvent, dans le Sud, l'idée, c'est la grève, la grève, la grève. Le reste, c'est de l'enfantillage. Là, on a obtenu cette démarche-là qui était pas simple parce qu'on n'avait pas le résultat tout de suite. Il fallait porter plainte, que la plainte soit enregistrée. Et après le procès, est-ce qu'il y aura un procès ou pas, voilà. Alors que je trouvais des négociations, là, bon, bref, c'était un peu compliqué. Donc voilà, et la magie de la chose, c'est que on porte plainte en décembre 2019. Catala envoie son PV en janvier 2020. Il est reçu par le procureur. Il ne peut pas la mettre au panier, comme il l'avait dit, parce qu'il y a une plainte pénale d'un syndicat sur les mêmes thèmes, sur les mêmes questions. Donc, il l'enregistre, il la transmet, il y a un juge d'instruction qui est nommé, 2 juges d'instruction, et bon, voilà, nous, on n'y croyait pas. Bon, voilà, ça s'est fait relativement vite, entre guillemets, parce qu'il y a quand même attendre du temps, mais on a eu cela. Et quand j'ai rencontré les juges d'instruction avec nos avocats, franchement, on a une écoute fantastique. Les gens étaient conscients de la gravité de l'enquête qu'ils allaient mener. Ils mettaient en place un pôle d'enquête policier spécifique, national, qu'ils allaient constituer dans les semaines qui venaient. Enfin bon, incroyable. Ils nous ont demandé la liste des suicides, ils nous ont demandé. Bref, on avait tous les documents qu'on pouvait leur communiquer, on les a communiqués, et l'enquête policière a été inégale parce que soit c'était des policiers formés, soit c'était des gendarmes qui faisaient des trucs routiniers. Donc tout n'était pas nickel, mais en tout cas, bon, il y a des masses de documents fantastiques. Sur cette base-là, on apprend par la suite, mais sans qu'ils nous le disent, que tous les syndicats, en fait, tous ont porté plainte en appui. C'est constitué partie civile. Je pense que là, le fait que la plainte était acceptée, qu'il y avait une instruction et que potentiellement on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un procès, potentiellement, c'était pas sûr encore. Les autres syndicats se sont dit si on n'y est pas, on est mort. Ah, on est mort, on est discrédité. Et surtout, moi, ce que j'ai noté à l'époque, c'est que c'est les confédérations qui ont fait pression sur leurs syndicats de France Télécom. C'est-à-dire, vous êtes complètement fous, il faut y aller aussi. Voilà. Donc, voilà, tout le monde a porté plainte à ce moment-là. Mais je dois dire quand même qu'au procès, il a fallu ramer encore pour les réunir. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il fallait maintenir l'unité syndicale la plus large possible. Et je vous promets qu'il faut ramer, quoi. Il faut ramer, mais bon, le résultat est fait qu'au niveau symbolique, le procès France Télécom, c'est le procès de tous les syndicats contre la boîte. Et ça, dans la presse, ça marche. Il y a pas, bon, ouais, donc si c'était à refaire, il faudrait le refaire, quoi. Voilà. Mais ça prend du temps et de l'énergie. Benoît? Ouais, merci. Ouais, merci d'être avec nous. C'est vraiment une chance que tu puisses partager ton expérience. J'aurais 2 questions. Première, c'est qu'est-ce qui a été mis en place par la direction par la suite lorsqu'il y a eu le changement de direction pour vraiment que ça s'arrête? Est-ce que ça s'est vraiment arrêté? Enfin, où c'est qu'on en est maintenant? J'imagine que la lutte continue vu que le dégraissement des effectifs est toujours d'actualité, peut-être? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'est quel a été l'apport des médias? Est-ce que ça a été un tremplin positif ou négatif? Et comment vous êtes arrivé à médiatiser l'affaire? Est-ce que ça a été suffisamment médiatisé? Enfin, tout ça. Voilà. Alors, sur la première question, sur le dispositif que met en place Stéphane Richard pour succéder à Didier Lombard et essayer d'apaiser la situation, c'est un peu compliqué parce que dès qu'il arrive, il convoque les syndicats. Moi, je me rappelle, on l'a rencontré et il nous dit mais c'est incroyable ce qui s'est passé. On a vidé l'entreprise de son personnel technique alors que c'est une entreprise technique. Moi, j'embauche 1000 techniciens. Il l'a fait, hein. Il a embauché 1000 techniciens. C'est tout. C'était 22 000 départs. Oui, non, mais moi, je suis partagé par rapport à son rôle. C'est que quand on l'a vu, il était conscient de la gravité de la situation. Et bon, c'est quand même quelqu'un du CAC 40, c'est quelqu'un qui est dans les ministères quand même. Hein. C'est pas quelqu'un qui vient de nulle part. Il a siégé au conseil d'administration de France Télécom avant, où il s'est comporté comme représentant de l'État, tout à fait, bah oui, toutes les affaires
roule, etc. Donc, mais là, bon, il dit, ouais, il faut embaucher 1000 techniciens. On avait sorti 10 revendications qui étaient de reconstruire les services RH de proximité, ce genre de choses-là. Et lui dit, moi, je m'engage. Bref, il répond pas à tout, mais il répond à certains trucs. Et puis, sur la négociation globale, sur les risques psychosociaux, sur le. Alors, bref, il y a tas de choses, etc. Bon. Alors, la négociation globale, honnêtement, c'est les autres syndicats qui les voulaient, mais bon, l'équilibre vie au travail et vie professionnelle, vie privée. Moi, j'ai le sentiment que là, c'était un peu pour endormir les gens, c'est-à-dire que ça débouchait sur pas grand-chose, avec peu d'efficacité, un peu de choses qui sortaient. Mais bon, globalement, ça a lissé la sortie de crise, mais c'est vrai que Richard, une fois qu'il a bien embauché ses 1000 techniciens, on passe de 105 000 à aujourd'hui 75 000 en 10 ans. Bon, ça fait quand même pas mal. Hein, c'est beaucoup. Voilà, donc alors, il y a des départs en retraite qui ont été là plus aidés. C'était ce qu'on appelait les temps partiels seniors, etc. Ils ont parti quand même avec une décote assez significative. Mais voilà, globalement, il continue le fait de baisser très drastiquement l'effectif de France Télécom et de développer massivement la sous-traitance. C'est ce qui se fait partout. Oui. Mais lui, il a continué avec les conséquences qu'on sait sur les sous-traitants, qui sont quand même. Et donc, voilà, la sortie de crise de Richard est en demi-teinte. À la fois, il y a une direction qui est condamnée, mais une trajectoire de l'entreprise qui continue après, donc ce qui explique qu'il y a un effondrement encore des personnels techniques dans Orange, donc une baisse de la CGT, une baisse de Sud très significative et une montée des management qui est acquis aux nouvelles méthodes de management des entreprises. Quoi, voilà. Sur les médias, franchement, on ne s'improvise pas manipulateur de médias du jour au lendemain. Donc là, on a plutôt été ébahis que tout à coup, bon, d'abord, je vous disais Figaro tout à l'heure. Figaro, quand on voit que le Figaro fait 2 pages sur un sujet de France Télécom, c'est qu'on se dit quand même que là, dans la France profonde, il se passe quelque chose. S'ils sont sentis obligés de faire quelque chose là-dessus, c'est que ça se voit. Donc, ça nous a vraiment interpellés. Et puis après, quand on voit débouler les télévisions locales syndicales tous les jours, France 2 et puis France 3, et puis, là, on est obligé de se dire effectivement, mais c'est bon. Moi, j'ai aussi en 2009, première émission de télévision où moi je suis invité, c'était C'est dans l'air, et après il y a une suite de choses comme ça qui s'enchaînent. Donc voilà, je pense que la presse, c'est pas nous qui avons cherché les télévisions. Alors nous, on a cherché la presse au départ avec les communiqués de presse, et c'est vrai qu'à partir du moment où c'est les télévisions qui s'en mêlent en France, ça devient une affaire nationale, et là c'était la pression sur la direction et sur l'État qui a été décisive. 2009, bon, je sais pas, vous vous souvenez sûrement pas, mais moi je me rappelle, c'était tous les jours on parlait de France Télécom. Moi, je me souviens. C'était l'enfer. Donc là, ils étaient grillés les autres. Mais c'est honnêtement te dire que c'est nous qui avons fait ça, non. On s'en est réjoui entre guillemets parce que oui, on ne va pas se réjouir non plus de ce qu'ils traitaient, qui étaient des suicides, et puis la façon de les traiter était quand même un peu voyeuriste, c'était problématique. Mais en tout cas, le fait que ça soit sur la place publique dans les télévisions nous a vraiment aidé à mettre dehors la direction et à faire une rupture. Il y a Anne qui est dans la salle, ici, avec nous à Saclay. Bon, je vais me joindre aux remerciements et aux félicitations. Enfin, vous avez vraiment fait un travail incroyable et fait avancer la loi, puisque maintenant, il y a le harcèlement institutionnel qui est reconnu. Nous, on aimerait bien en faire autant. On va essayer de s'inspirer. Il y a des parallèles évidents, même si on n'est pas du tout au niveau de gravité de ce que vous avez connu, mais il y a des parallèles évidents sur la transformation de notre entreprise, même le niveau d'endettement est le même que celui qu'on a aujourd'hui, les changements d'objectifs de l'entreprise, le fait qu'on n'entende plus parler que de création de valeur, la perte de notion de service public, la casse aussi des syndicats. En tout cas, nous, par exemple, on a déménagé dans ce nouveau bâtiment. Les syndicats sont vraiment, tous les locaux syndicaux sont le plus loin possible, tous les affichages sont derrière, le moins visible possible, etc. Bon.
Et ce qu'on retrouve aussi, c'est un déni de la part de la direction et de plus en plus fort. C'est-à-dire que nous, on essaye d'objectiver un peu les choses. Bon, c'est vrai que la disparition des CHSCT, pardon, clairement pour nous est hyper compliqué à gérer. Yasmina, on sait quelque chose, ça repose sur très peu de personnes avec tout un tas de sujets. Et en face, une direction qui essaye de noyer le poisson, en fait. C'est-à-dire qu'on a fait faire des études pour objectiver le fait qu'il y avait une souffrance au travail systémique qui était liée à l'organisation du travail. Ils n'ont rien fait. Notre directeur, quand il y a eu la restitution de l'étude, regardait son téléphone, faisait autre chose. Donc, on a voulu passer au stade supérieur en demandant une enquête pour risque grave pour les obliger à réagir. Malheureusement, on a été débouté en justice, aussi, je pense, par manque d'unité syndicale. Donc, on va essayer de continuer là-dedans, mais on voit qu'on manque d'indicateurs fiables, ne serait-ce que les accidents du travail. On sait bien qu'ils ne sont pas tous déclarés. Enfin, c'est vraiment compliqué d'avoir les choses. On voit aussi l'évolution de la médecine du travail, je pense, pareil que vous, et ça nous désole. D'ailleurs, si tu peux dire maintenant où ça en est, ça nous intéresse. Bon, je pense que l'idée est d'essayer de mettre en place un observatoire pour au moins compter plus l'ensemble des accidents. Enfin, moi, il me semble qu'à chaque fois qu'il y a un décès de quelqu'un en activité, que ça soit chez lui ou dans l'entreprise, il devrait y avoir systématiquement enquête et pas par le justifier. On a eu aussi, comme vous avez eu, c'est indécent, vous mettez la famille à rude épreuve, etc. Alors qu'en fait, ça devrait être simplement la démarche normale là-dedans. Il y a des choses à faire sur plusieurs ordres, faire avancer la loi aussi, augmenter les peines parce que c'est invraisemblable, travailler sur la médecine du travail qui doit être plus indépendante, travailler aussi sur les moyens de faire en sorte que qu'il n'y ait pas des systèmes d'isolement de ceux qui sont considérés comme des, alors je ne sais pas comment tu avais appelé ça, enfin des maillons faibles, quoi, parce qu'on voit aussi que quand il y a des maillons faibles, c'est difficile pour les collègues de les défendre parce qu'ils doivent s'affronter directement à leur direction. Bon, alors, pour finir, juste, moi, j'ai une question sur les sous-traitants. Tu l'as un petit peu abordé. Nous, on a des grosses difficultés à défendre les sous-traitants qui sont vraiment très exposés. Est-ce que dans votre comptabilité, dans vos comptages, il y avait les sous-traitants? Est-ce que c'était possible? Est-ce que vous pensez qu'on peut le faire? Tu m'as demandé sur la médecine où ça en est maintenant. Honnêtement, je pense que c'est comme un système qui, moi, je trouvais dégradé. C'est-à-dire que c'est quand même le système de médecine, comme chez vous, il y a un lien hiérarchique et donc la médecine n'a pas beaucoup d'autonomie. Et je pense qu'ils ont fait un peu le vide des médecins récalcitrants. Voilà, donc là maintenant, il y a je ne dis pas que les médecins sont les agents qui vont détecter les maillons faibles, comme tu dis. Mais enfin bon, c'est pas très simple tout ça. Moi, je trouve que le système de médecine au travail devrait être indépendant de la hiérarchie. Ça semble assez clair. Après, les gens diront par ailleurs que pour les petites boîtes, bon, bref, il y a des cas un peu différents, mais honnêtement, il devrait y avoir un service public de la médecine du travail qui soit indépendant de la hiérarchie et dont l'objectif soit le bien-être au travail et pas la détectation des gens qui en font pas assez. Voilà. Sur les sous-traitants, non, honnêtement, je dois te dire que d'abord, il y a une multiplication des sous-traitants. C'est terrible, c'est incroyable. Avec une relation très conflictuelle avec les agents, hein, c'est la réaction syndicale et la réaction épidermique des agents par rapport aux sous-traitants, c'est une nouvelle de travail. Et c'est ce qui s'est passé, de fait. Hein. Après, les techniciens se sont retrouvés à être mis sur des tâches de commerciaux, ce qu'ils ne voulaient pas. Bon, c'est l'exemple que je disais tout à l'heure. Bon, voilà, donc il n'y a pas eu de. On a essayé de faire des liens syndicaux avec la sous-traitance. Nous, Sud, je pense qu'on était les moins bien placés parce qu'on n'avait pas une interpro très, très forte. La CGT, sans doute, aurait eu plus de moyens de le faire, mais il faut quand même se dire que la sous-traitance à France Télécom, c'était que des petites boîtes. Hein, vraiment des boîtes de 10, 20, 30, 40 personnes, et encore pour les plus grosses, qui se répartissaient un peu les marchés entre eux. Après, on est passé à un autre régime qui était des 3-4 boîtes nationales, Bouygues, des grosses boîtes du bâtiment qui au niveau national, et ils se répartissaient les régions de France et puis ensuite sous-traitaient à des petites boîtes qui sous-traitaient elles-mêmes, les sous-traitances en cascade. Donc là, nous, on n'est même plus maître
les contrats, tu vois, les syndicats n'y ont pas accès, et les sous-traitants, on ne les voit pas, quoi. Ils ne se réunissent plus ils sont pas dans les locaux de France Télécom, ce qui était le cas avant, hein. Là, ils sont plus dans les locaux de France Télécom, et donc suivre les impacts sur la sous-traitance, sur les sous-traitants du travail et compagnie, c'est un peu compliqué. Mais là aussi, je pense que ces degrés de sous-traitance sont un vrai problème sur lequel il devrait y avoir une réflexion de la loi, parce que quand tu as 3-4 niveaux de sous-traitance, c'est plus possible de contrôler le travail. C'est plus possible. Il y a une dilution des responsabilités qui fait que. Donc, je pense que le fait de trouver les moyens de limiter la sous-traitance, et en tout cas de la limiter que la sous-traitance soit interdite d'une manière ou d'une autre, est un vrai débat qui vous menez. Mais bon, là, quand on voit l'utilité de la sous-traitance pour faire baisser les coûts, pour miner les syndicats, bon, c'est une bagarre qui est quand même, si on la gagne, ça veut dire qu'on est très, très balèze. Bon, voilà. Excuse-moi, j'ai juste oublié une petite question. Comment ont évolué les suicides depuis là? Mais écoute, moi, ce que je dirais, c'est que alors les suicides, c'est le sentiment de malheur qu'il y avait dans l'entreprise, si tu veux, a perduré très longtemps. Jusqu'en 2014, on a noté. D'abord, il y a une chose qu'a fait Richard, c'est que lui, par contre, chaque suicide, il y avait communication de l'entreprise à tous les syndicats. Et sans forcément avoir un traitement national, etc. Mais en tout cas, il y avait une alerte, il y avait un CHSCT, c'était plus caché. Jusqu'en 2014. Après, pourquoi ils décident d'arrêter? Bon, en 2014, ils arrêtent. Et moi, je trouve quand même qu'en 2014, il y avait encore des suicides de manière significative. Alors, c'est une grosse boîte, mais c'est une boîte dont les effectifs baissent. Donc, si les suicides restent à un niveau, tu vois, 5-6 par an même, c'était préoccupant. Donc, je pense qu'on était dans une boîte où il y avait beaucoup de gens âgés, donc qui voyaient que la perspective qu'on leur offrait, c'était les départs en pré-retraite avec pour certains en tout cas, des cotes assez importantes, une perte de sens du travail, des gens qui étaient même désœuvrés, qui ne donnaient plus de travail. Donc, je crois que la situation au niveau des risques psychosociaux a perduré largement, longtemps. Et là, on en parle encore dans l'entreprise, hein, même si bon, les jeunes sont arrivés et qu'ils réfléchissent plus tout à fait pareil. Mais moi, je regrette qu'effectivement, on n'ait pas pu. Je regrette, à un moment donné, il fallait aussi l'arrêter pour essayer de passer à autre chose. Mais en 2014, on a arrêté de compter et c'était une connerie. Yasmina, tu voulais réintervenir? Oui, si je peux. Tu t'inscris après. D'accord. Je voulais vous demander, est-ce que la responsabilité de l'État, des gouvernements successifs, de l'État en tant qu'actionnaire majoritaire, a été mise en évidence au cours du procès. On le constate bien dans le film, entre des représentants de l'État qui ont la posture d'actionnaire, l'endettement de l'entreprise sans que ça pose aucun problème, sans compter les engagements non tenus qui ont mené à cette privatisation et puis ces politiques d'austérité. Et du coup, ça pose également la question du rôle de contrôle de l'État dans ces entreprises publiques ou anciennement publiques. Merci. Je pense que tu peux comprendre assez vite que l'État était d'accord avec la privatisation, évidemment. Était d'accord avec les plans mis en place par Thierry Breton, qui aujourd'hui est quand même un personnage clé de l'établissement français. Hein. Je veux dire, Breton, il est au niveau européen, mais c'est quelqu'un qui est représentant du système français. Donc l'État n'a pas du tout condamné l'évolution de France Télécom, il l'a souhaité et il savait que ça allait faire des dégâts, puisqu'en acceptant les suppressions d'emplois qui étaient décidées par Didier Lombard et compagnie, il pouvait tout à fait se rendre compte qu'il y aurait des dégâts sociaux. Donc non, je pense que l'État a accompagné la chose, simplement qu'à un moment donné, ce n'était pas gérable publiquement. On a réussi à faire une chose qui est c'est peut-être un peu démagogue, dit comme ça, mais
les projecteurs de la presse ont rendu la question des suicides inacceptable d'un point de vue de masse. Et donc après, ils décident quoi? Ils font sauter Lombard et compagnie. Bon, voilà, puis à la place, ils mettent quelqu'un issu du sérail aussi, mais un peu plus soft, pour gérer la transition. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la nouvelle PDG, alors l'État est minoritaire maintenant, hein, la nouvelle PDG, Christelle Edelman, qui dirige France Télécom, franchement, elle a aucun état d'âme. Aucun état d'âme. Bon, là, il y a des suppressions d'emplois qui ont été décidées dans une direction de service entreprise. Il y a eu un suicide d'un fonctionnaire, il y a encore quelques fonctionnaires là, dont apparemment tous les éléments vont dans le sens d'une crise par rapport à ces suppressions d'emplois et puis des méthodes de pousser les gens au départ, parce qu'ils en sont encore là, de pousser les gens au départ, les fonctionnaires n'ont pas été licenciés. Aucun état d'âme. Il ne se passe rien, quoi. Donc, je pense que l'État, le rôle de l'État est vraiment, c'est grave ce qu'ils n'ont pas fait. Et donc là, moi je dirais que le fait qu'il n'y ait pas de nouveau France Télécom, je suis un petit peu sceptique. Je pense qu'on peut avoir de nouvelles crises. Alors après, je pense qu'ils s'assureront que cette crise-là ne débouche pas sur une crise médiatique, quoi, sur quelque chose qui fasse que la société française se dise mais il se passe quelque chose à EDF ou je ne sais quoi. Donc ils sont plus prudents, mais sur le fond quand même, ce qui se passe est très inquiétant, hein. Donc il faut une réaction collective. Voilà. Donc il ne faut pas en rester là. Il ne faut pas en rester là, tout à fait. Je n'ai plus d'inscrits, il est 14h15, peut-être qu'on va s'arrêter là. Et pour aujourd'hui, parce que la question elle n'est pas tranchée chez nous encore, et on voit que chez vous, il y a du travail encore à faire. C'est-à-dire que si on s'arrête, tout revient en arrière, quoi. Donc, Olivier, une petite oui. question, est-ce qu'il y a un après quand même cette crise-là dans le monde du travail en France? Vous écoutez, on a l'impression que tout est reparti comme avant, effectivement. Parce qu'il y a eu quand même un impact dans le monde artistique, par exemple, il y a eu beaucoup de films qui ont traité de ce sujet-là, Corporate, il y a eu Violence des échanges tempérés, il y a eu plusieurs films téléfilms qui ont traité de la souffrance au travail. Pas comme un documentaire qu'on a fait. Non, c'est pas ce que je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Mais d'accord. Ce que je veux dire, c'est que ça a percolé dans des sujets de société, dans des films qu'on ne parlait pas forcément avant. Donc, on a l'impression que, du point de vue sociétal, une espèce on réalise les choses. Et à vous entendre parler, on a l'impression que finalement, il n'y a pas eu grand-chose, il n'y a pas eu d'impact, il n'y a pas de jurisprudence, j'allais dire, sur ce qui s'est passé quand même dramatique chez Orange, France Télécom, et que ça a peu d'impact en fait dans le monde du travail actuel et que c'est reparti comme avant. On a un peu la sensation là. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a quand même des choses qui ont changé? Est-ce qu'il y a un après? Ou est-ce qu'ils mettent juste plus les formes et qu'ils se protègent, on va dire, juridiquement ou pas? C'est clair que je pense que les rails sont lancés. Donc, rien n'a changé sur le fond, sur la forme. Je pense qu'ils ont plus de précautions, c'est clair. Mais quand même, il y a je ne voudrais pas que le procès apparaisse, que la condamnation apparaisse. C'est un débat, hein, mais la condamnation est sans doute légère des patrons de France Télécom, mais elle existe. Et par exemple, on peut dire maintenant que les dirigeants de France Télécom, outre la condamnation morale par la société est définitive. Ces mecs-là, Lombard, pendant un certain temps, avait eu des fonctions dans des conseils d'administration comme SNT Électronique. Là, maintenant, il est cuit, enfin, personne ne veut de lui. Barbero, qui a abandonné son pourvoi, qui a accepté le verdict du procès en première instance, il l'a fait, et d'après ce qu'on sait, ce qui s'est raconté au tribunal, il l'a fait parce qu'il était président d'une association c'est bizarre de dire ça, hein. Il était président d'une association de parents d'élèves qui gérait des apprentissages des maths aux enfants, etc. Il s'est fait virer parce que le procès. Voilà. Donc il y a une opprobre, quelque chose d'assez violent qui a été fait contre eux, et je pense qu'aucun patron souhaite maintenant être confronté à ça. Bon, c'est l'acquis qu'on peut avoir.
la jurisprudence existe, je pense qu'elle est consolidée, mais les CHSCT n'existent plus. Voilà. Mais les délégués du personnel n'existent plus, en tout cas dans la version. Voilà, donc là, Macron est passé par là, les lois El Khomri sont passées par là, donc ça, il faudrait vraiment, c'est le bœuf à bas, il faudrait remettre en selle quand même des dispositifs qui permettent aux syndicalistes, aux gens d'entreprise, d'avoir des traces, d'avoir des moyens juridiques d'intervenir, pour utiliser la loi, tout simplement. Parce que maintenant, je pense qu'effectivement, ce que dit Catala dans la spécialité du travail, sans les CHSCT, pas de procès spontané quand même. Voilà. Donc, le film est une alerte. C'est une alerte sociale en disant, écoutez, là, vous êtes bien gentil, vous appuyez sur ce qui s'est passé à France Télécom, et maintenant, si on laisse courir les choses, il y aura un nouveau France Télécom. Ce qui est déjà d'ailleurs le cas. Moi, je pense que c'est très important aussi le fait qu'on puisse parler de harcèlement institutionnel, parce que c'est ce qui nous est renvoyé quand nous, on essaie de montrer qu'il y a un problème dans un groupe, on nous renvoie toujours à l'individuel, en disant presque que ça n'existe pas. Et là, on voit des choses avec des descriptions de vécu, disons, qui ressemblent. On ne peut pas nous remettre ça. Et comme tu dis, dans la société, c'est passé, ça existe. Et qu'on peut être condamné pour ça, même si les condamnations sont faibles. Et donc, une des actions, c'est aussi de faire durcir la loi pour que ça leur coûte vraiment, quoi. Et d'après ce que tu dis, ça leur coûte quand même un peu dans leur vie. Oui, précisément. Mais l'État. Il y a une chose quand même sur laquelle je pense qu'il y a un gros problème, c'est que on parle des 3 dirigeants. Vous imaginez la cascade des gens qui ont eu des comportements mais abominables. Moi, j'ai un témoignage d'un cadre qui a participé à des séances de formation sur comment mettre en œuvre le projet Acte et puis Next et puis tout ça. Je vous promets, ce qui décrit, c'est que vous avez 3-4 cadres formateurs à la tribune, il y a 200 cadres réunis, etc. Ils ont réuni tous les cadres intermédiaires. Vous avez des gens qui disent il faut aller jusqu'au bout, en lâchant les gens, en disant mais allez, on lâche les faux. On lâche les faux. Mais c'était des paroles incroyables. Vous avez des questions des suicides. Et alors? À ce point-là. Oui. Alors c'était en milieu fermé, et les gens qui sortaient de là avaient évidemment fermé. Il y avait une terreur parmi les cadres intermédiaires qui était terrible. Donc voilà, ils ont mis les enjeux à un niveau extrême. Donc là c'est la même boîte qui continue, sauf que les 3 dirigeants sont partis. Donc ça fait peur quand même sur la suite. Ouais. Donc là, nous on n'a pas voulu faire de démarche individuelle d'un tel cadre intermédiaire, etc. On se lançait dans quelque chose qui allait. Donc on voulait un truc symbolique, central, mais n'empêche que vous voyez, quand on a vu Richard, moi je me rappelle, on était par Richard, on dit d'abord on vous demande, tous les syndicats vous demandent de ne pas faire d'appel. Bon, ok, d'accord. Et puis je lui tends le témoignage du mec, je lui dis voilà, nous il y a des gens qu'on pense que les voix qui sont censés. Voilà la liste. C'était un cas particulier. Rien, il ne s'est rien passé. Donc ça, c'est un vrai problème. Les directions d'entreprise aujourd'hui sont colonisées par des gens malfaisants, qui sont triés. Et s'ils sont là, c'est qu'ils ont été triés sur le volet. Donc il faut faire progresser la loi, effectivement. Il faut avoir de nouveaux moyens pour détecter ces méthodes et puis les interdire. Et les syndicats forts, non. Voilà, il faut que les syndicats aussi trouvent les moyens de se renouveler. Alors, ils avaient une organisation centrée sur les entreprises, peut-être qu'il faut aussi privilégier les organisations interprofessionnelles, je ne sais pas, mais en tout cas, par exemple, la sous-traitance, tous les salariés qui ont un statut dégradé et qui souvent se retrouvent à bosser pour des grosses boîtes, il faut les syndiquer quelque part. Donc, il faut réfléchir à ça. Les bureaux du travail devraient peut-être réfléchir à ça, une gestion unitaire avec l'accueil de ces gens-là, des immigrés qui souvent travaillent dans des conditions incroyables et favorisent malheureusement pour eux la dégradation des conditions de travail générales. Donc il faut leur tendre la main. Faut quand même. Je pense que Solidaire le fait, par exemple. Oui. On n'est pas aidé par la loi dans la mesure où on ne peut pas aller, par exemple, accompagner un salarié, comme ça nous est arrivé,
salarié de la sous-traitance qui est maltraité ou qui a un problème avec sa hiérarchie, nous, en tant que syndicat, on n'a pas le droit de l'accompagner. Or, c'est nous qui les voyons au quotidien, ces gens-là. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aillent chercher des gens qu'ils ne voient jamais, en fait, quand ils sont comme ça dispersés. Alors, ça dépend du type de sous-traitance, mais les sous-traitants qui sont en fait dans l'entreprise à des postes au milieu des collègues et qui ne peuvent pas être défendus par les collègues qui sont sur place, c'est infernal, quoi. Il y a vraiment à faire évoluer la loi là-dessus, hein, c'est sûr. Hein. Et moi, je pense qu'il y a aussi autre chose à faire évoluer. C'est ce que tu dis sur les cadres cette formation-là. Il n'y a pas de cadre pour alerter, quoi. Enfin, on peut dire pour dénoncer. Il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de structure qui pourrait recueillir la parole en tout anonymat de gens, de salariés qui viendraient dénoncer ce qui se passe, quoi. Des lanceurs d'alerte, exactement, oui. Alors, il y a un statut des lanceurs d'alerte qui est hyper peu protecteur. Hein, on parlait du service de médecine du travail. Je pense que le service de médecine du travail pourrait avoir une indépendance dans la loi, voire même des services de médecine du travail qui soient complètement indépendants des entreprises, qui existent, et qui soient garants de la santé mentale et physique des salariés et dénoncer les cas. Voilà. Donc, mais les solutions, elles existent, c'est clair. C'est que simplement là, on a vécu 30 ans d'offensive libérale à tout craint, avec comme seule loi, on fait de l'argent pour les actionnaires. Le reste, on s'en fout. Ça craque. Bon, on va mettre un sparadrap ici, mais sur le fond, tout va dans le même sens. Voilà. Mais je trouve que vous avez aussi gagné qu'ils se sentent surveillés. Et ça, c'est pas rien non plus, quoi, parce qu'au moins pour ceux qui sont là tout de suite, il y a moyen de faire un peu plus qu'au tout début où c'était la négation totale, qu'il ne se passait rien. Donc, faire pression, même quand on n'a pas tout ce qu'on voulait, moi, je trouve que c'est important. En tout cas, notre but avec ce film-là, c'est de porter le débat. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de débats autour du film, dans lesquels viennent des syndicalistes, de la CGT, de la CNDT, etc. Pas assez encore, mais je pense que ça va venir. Je pense que même les confédérations là aujourd'hui, avec le film, il n'y en a aucune qui prend ses distances. Toutes veulent être sur la photo, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, donc il faut essayer d'avancer dans ce sens-là. Et on a réussi à faire programmer le film dans une projection à l'Assemblée nationale le 14 décembre. Oui, mais là, c'est le film du 14 décembre. On sait tout ce qu'il y a pour l'instant. On aimerait qu'il y ait pas mal de députés qui soient présents, des confédérations syndicales présentes, des textes échangés, des idées. Est-ce qu'une loi est possible? Est-ce qu'un débat est possible? Est-ce qu'une commission d'enquête peut être constituée? Voilà, on va explorer tous les moyens, mais il y a une équipe de film. Il faut qu'il y ait quand même autour de nous des syndicats. Le monde politique qui réagit à ce film. Alors, à la première qu'on a fait au Majestic Bastille, il y a eu des députés qui sont venus. Donc oui, ça réagit, mais pour l'instant très petitement. Alors, moi, je pense que il n'est pas sorti le film encore. L'ordre du jour parlementaire est tellement, je pense que tellement volumineux que sans doute les parlementaires ont du mal à se centrer sur des choses qui nous paraissent nous essentielles. Mais donc ça dépend essentiellement de nous. Il faut qu'on fasse sentir sur les parlementaires le fait qu'il y a vraiment un sujet d'importance sur lequel il faut qu'il y ait un débat très rapidement, parce que sinon, on va désespérer le monde du travail. Quoi. Et quand on s'étonne que les gens ne votent plus, que les gens ne fassent plus grève, qu'il y a des engagements citoyens finalement de la gestion de la pays, les politiques devraient quand même mettre en place des politiques beaucoup plus audacieuses pour reconquérir l'envie de collaborer à la gestion de la vie et du travail en particulier. Voilà. On me dit comme ça, c'est joli, mais il faut y aller. Parce que je pense que les parlementaires, d'abord, on a quand même une chambre qui est à droite, globalement. Il y a des gens qui sont à droite, mais un petit peu moins que les autres. On peut essayer de rogner, mais il va falloir bousculer beaucoup les choses quand même pour qu'on arrive à une loi, à durcissement de la loi, par exemple. Rien que ça serait une victoire fantastique.
on souhaite que ça progresse, Bah, les ça aussi contacts. avec nous, hein. Et nous, on va aussi t'aider à rencontrer des. Parce que là, tu es à la recherche. On va t'aider à prendre contact avec la partie du syndicat qui est à la production, la distribution. Parce qu'il y a beaucoup de liens pour les techniciens, hein, vont se reconnaître aussi énormément dans ce que vous racontez. Voilà, il n'y a plus personne d'inscrit. Je pense qu'on va clore pour aujourd'hui. Et te remercier encore d'avoir pris le temps de passer du temps avec nous. Oui, merci. Et au revoir à tous et bon après-midi. Au revoir à tout le monde.